Taisez-vous. En Non mais cet homme est 2018, ahurissant. porte-parole du gouvernement. Ce que vous venez de faire, c'est super. Chers amis, bien le bonjour, bienvenue sur Juste Milieu pour un nouvel épisode de Ça discute avec aujourd'hui j'ai la chance de recevoir Salva, un gilet jaune que vous avez sûrement vu, peut-être sur Juste Milieu ou sur d'autres chaînes, en tout cas dans les médias, c'est certain, parce que vous avez vu ce monsieur aux côtés de Julien Pain et c'est tout le sujet de la vidéo, on va prendre le temps d'y revenir, mais avant toute forme de discussion, cher Salva, comment vas-tu ? Je vais très bien, Rémi, en cette fin de semaine, tout va bien. Voilà, on est vendredi au moment où on enregistre, hein, ça n'est pas du direct, je le précise, voilà, on n'a pas encore ces moyens technologiques, mais on y travaille. Et quel plaisir de te recevoir aujourd'hui et quel hasard, hein, pour donner quelques petits éléments de contexte avant de papoter tous les deux. Voilà, il y a eu cette séquence que vous avez peut-être vue de Julien Pain qui a fait une vidéo sur le forum de Davos et tous les fantasmes, tous les bruits que ça peut créer autour de ça. Et il a voulu débunker parce qu'il peut t'expliquer ce qui est vrai, ce qui est pas vrai. Voilà, c'est important. Et tu apparais, cher Salva, au début de sa vidéo où il a pris vraiment pêle-mêle dans un montage plus que discutable certaines des phrases, hein, que vous avez eues lors de cet échange. Tout ça pour aller ensuite directement au forum de Davos et les confronter, les vérifier dans un documentaire. Donc je vous laisse libre arbitre, chers spectateurs, mais à la création plus que discutable. Mais voilà, on va prendre le temps avec toi de te donner ce droit de réponse qui est quand même, hein, une règle d'or dans la presse, pouvoir expliquer ce que tu voulais dire par là avec une pancarte qui est apparue à l'image, sur laquelle on va revenir tout à l'heure. Mais avant toute chose, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de toi, voilà, de te présenter, parce que c'est vrai qu'on te voit avec un gilet jaune dans cette vidéo-là, et tu as voilà, un gilet jaune aguerri dans un engagement particulier. Voilà, j'avais à cœur de te laisser la possibilité d'en parler. Donc voilà, oui, donc moi je suis gilet jaune depuis 4 ans, un gilet jaune des débuts, mais j'appartiens à un mouvement qui s'appelle les Gilets jaunes constituants. Et donc nous nous sommes créés au début et structurés au début de l'année 2019. Et en fait notre combat, on va dire, c'est d'essayer d'être radical dans la pensée, et c'est-à-dire d'aller à la racine des choses et d'essayer de définir et de démontrer derrière les difficultés et les souffrances des gilets jaunes, et qui est légitime et qui les a amenés à manifester dans la rue, quels en étaient les mécanismes et quelles en étaient les causes profondes. Et donc nous avons essayé d'identifier les causes profondes et essayer d'aller à la racine, et d'aller un petit peu embêter ces messieurs qui sont justement pour nous responsables de cette situation. Donc on va aller plus vite. En fait, on accuse toute cette oligarchie mondialiste et financière qui est à la base et qui est à la manœuvre aujourd'hui dans le fonctionnement de nos sociétés, et qui par le biais de la finance mondiale a un impact sur notre vie au quotidien. Donc notre rôle, le rôle premier, c'est de mettre en avant ces processus-là, en essayant de faire des actions de terrain, et avec, on va dire, un message et une action. C'est ce que l'on a pu faire pendant pas mal d'années. On a également donné la parole à énormément de gens, des intellectuels, des politiques, des gens de la rue, pour essayer d'étoffer un petit peu et d'aller vers l'intelligence collective. Et puis on s'appelle Gilets jaunes constituants parce que derrière nous on propose des solutions pour une société meilleure. Et notre souhait, c'est que ce soit les citoyens qui reprennent la construction, et qui reprennent la main sur la construction de la société, par l'élaboration d'une constituante, parce que nous pensons que ce n'est pas aux hommes de pouvoir d'écrire les règles du pouvoir, mais que c'est au peuple de les écrire, et que dans les règles du pouvoir, on doit mettre des mécanismes pour faire en sorte que le pouvoir puisse être géré par les populations, et qu'il n'y ait pas de dérive comme celle que l'on constate aujourd'hui. Et Donc voilà à peu près le combat des Gilets jaunes constituants. Et dans le projet que vous portez, que vous proposez, il y a par exemple des références au référendum d'initiative citoyenne, ou ce sont encore d'autres propositions que vous faites?
Il en fait partie, mais c'est pas le seul. C'est vrai qu'on a beaucoup associé les Gilets jaunes avec le référendum d'initiative citoyenne. C'est vrai il y a des gens qui à l'époque s'étaient un petit peu rapprochés des idéologies d'Étienne Chouard, et donc nous, on s'appelle constituants. C'est vrai que ça peut rappeler un petit peu le discours d'Étienne Chouard, mais pas que. Nous, on pense que il faut qu'il y ait une base solide par le biais d'assemblées locales, et derrière une possibilité de déléguer quand il y a besoin vers une assemblée constituante nationale par des personnes qui vont être déléguées par des mandats impératifs et révocatoires. D'accord. Et nous remettons en question aussi toutes les nominations qu'il peut y avoir dans le fonctionnement de notre société, et qui fait que ça crée des jeux de pouvoir qui sont malsains, et ça empêche d'avoir justement des leviers qui font que si les personnes qui ont un certain pouvoir ne font pas le travail pour lequel elles ont été élues, au jour d'aujourd'hui, on a juste à attendre l'élection prochaine. Et nous, ce qu'on veut, c'est de pouvoir avoir des leviers, des leviers très rapidement, pour que quelqu'un qui ne respecte pas ses mandats puisse être remplacé. Et bien sûr, dans ce cadre-là, bien sûr que le RIC vient prendre sa part, parce que on veut que les citoyens puissent être à l'initiative dans le fonctionnement de notre société. Et ce combat-là que tu mènes avec les autres Gilets jaunes constituants, quelles évolutions vous avez pu voir depuis 4 ans maintenant, et avec les remous les plus récents, hein, autour de la réforme des retraites par exemple? Est-ce que vous voyez une évolution dans le combat, même dans vos revendications, ou finalement les revendications restent les mêmes et le combat change? Quel changement tu as pu observer depuis ces années-là? En fait, au départ, vraiment les Gilets jaunes, c'est un mouvement qui est sorti de façon spontanée, qui a été en fait, il y a eu l'opportunité des nouvelles taxes qui étaient prévues pour l'essence, mais c'était l'opportunité pour les gens de sortir et un petit peu de manifester. Mais en manifestant, c'était de pouvoir reconnaître et puis pouvoir parler de leur souffrance au quotidien, on va dire. Et le réflexe, c'était de demander, mais vraiment de façon spontanée, de demander à ceux qui étaient au pouvoir en disant aidez-nous. C'était un petit peu ça. La réponse a été d'une part violente, et d'autre part ça a été l'opportunité pour Monsieur Macron de faire le tour de la France et de faire des discours de 4-6 heures en ne parlant que lui, et dans des assemblées où justement les gilets jaunes étaient interdits. Et puis au passage, la répression policière. Je rappelle qu'il y a eu 27 éborgnés, 10 mains arrachées, etc. J'en profite pour dire que 27, c'est plus un hasard. Donc il y a vraiment eu une volonté de faire peur, on va dire, et de mater ce mouvement par la crainte. Donc nous, derrière, par rapport à ça, c'est vrai que les Gilets jaunes se sont trouvés un petit peu démunis, parce qu'ils pensaient avoir une réponse immédiate, et elle n'a pas pu arriver. Donc derrière ça, l'objectif, c'était de proposer une structuration et quelque chose qui aille plus à moyen terme, puisqu'en fait le constat, c'était que les gens, les politiques qui nous représentent ne pourraient pas nous venir en aide. Donc voilà, c'est de se dire, au moins on essaye de réfléchir à comment pourrait être la société et comment on pourrait y participer. D'accord. Et tout ça, je me permets d'ajouter, hein, je pense qu'on sera d'accord là-dessus. Tout ça dans un contexte en plus où les médias, dans leur grande majorité, ont lourdement pesé contre ce mouvement des Gilets jaunes, en les qualifiant tour à tour de violents, d'antisémites, de tous les qualificatifs possibles. Et ce qui a été, je trouve, ce qui a été un élément supplémentaire pour faire taire cette révolte. Il y a eu les coups de matraque, mais il y a eu aussi les unes de presse qui, je pense, pour l'opinion publique, ont eu des conséquences graves aussi sur la perception du mouvement.
Oui, bien sûr, bien sûr. Il y a eu plusieurs leviers, hein. Donc, il y a eu le levier de la répression, le levier de la décrédibilisation, et puis aussi, il y a eu des leviers avec aussi des infiltrations, le fait de montrer dans les médias tous les mauvais aspects des gilets jaunes, et puis des infiltrations avec on va dire des personnes en noir ou des antifas qu'on a surmontré dans les médias pour montrer et pour lesquels on a fait l'amalgame avec les gilets jaunes. Je rappelle que les gilets jaunes à la base c'est quand même on parle beaucoup de Paris, mais les gilets jaunes c'est vraiment ça a été vraiment national et voilà, c'est des gens qui sont rassemblés dans tous les ronds-points et que voilà, qui voulaient manifester des difficultés et qui voulaient aussi discuter ensemble, et ça a été l'opportunité de montrer que ces gens-là n'étaient plus seuls et pouvaient discuter entre eux et pouvaient essayer de réfléchir à des solutions. Et Mais ce n'était pas que les manifestations. absolument, ouais, tout à fait. Et tout ça dans une dynamique pour nous rapprocher petit à petit de l'actualité et du sujet principal, hein, de notre échange, dans un mouvement qui a continué, qui s'est perpétué. Et là, récemment, hein, au début là maintenant, hein, sur ces dernières semaines, autour de la réforme des retraites, on a pu te voir dans la vidéo de laquelle on va parler, hein, dans quelques minutes, mais on a pu te voir encore avec un gilet jaune. Donc le mouvement continue, on peut l'observer aujourd'hui dans le cadre des manifestations contre la réforme des retraites, c'est bien ça. Oui, oui, bien sûr, oui, bien sûr. En fait, le mouvement s'est jamais arrêté. Il y a eu des manifestations tous les samedis à Paris depuis 2018 qui ne sont jamais arrêtées. Il y a des ronds-points qui continuent. D'ailleurs, on a une collègue qui tient un rond-point à Étampes depuis presque plus de 4 ans. Et qui se sont structurés avec de l'entraide, avec beaucoup de choses positives qui ont émané du mouvement des Gilets jaunes justement. Et donc voilà, nous on a essayé après de montrer un certain nombre de choses. On a fait des actions, par exemple auprès de médias. On a fait des actions auprès de l'Ipsos, par exemple, là pour montrer qu'en fait, voilà, les instituts de sondage, voilà, pouvaient être éventuellement aussi un petit peu orientés. On a fait pas mal de petites manifestations de ce type, en essayant toujours d'avoir derrière un message. Dernièrement, on est allé au Conseil de régulation de l'énergie et on a fait tout un dossier pour montrer voilà le fonctionnement de l'énergie et le fait que on a un petit peu abîmé, on va dire, l'EDF pour rentrer dans un dogme de l'énergie, on va dire, comment dire, d'un système européanisé de l'énergie, et au final où tous les citoyens ils sont perdants. On est en train de travailler sur la réforme des retraites et où on montre que en fait en fait il y a un écart significatif entre ce qu'on nous montre et la réalité, tant en termes de gravité qu'en termes de financement. Et quand on gratte un petit peu, on se rend compte que c'est que le narratif qu'on entend dans les médias n'est pas forcément vrai. Donc voilà, on essaye de faire toutes ces choses-là. Et ce narratif que l'on retrouve dans le sujet central d'aujourd'hui, voilà, cette crise sanitaire que nous avons traversée, que nous traversons encore d'une certaine manière, et cette fameuse pancarte qui t'a valu, hein, le quart d'heure de célébrité chez Julien Pain, voilà, dans le cadre d'une manifestation où tu es interviewé par ce journaliste de France Info notamment, expert en débunkage, vérification de fake news, en arbitrage de la vérité plus ou moins. Et cette pancarte, si tu peux nous la montrer pour voilà, lancer le sujet clé d'aujourd'hui. Qu'y a-t-il voilà, sur cette fameuse pancarte, voilà, Wanted. Alors, si tu peux nous expliquer, ne serait-ce que voilà, les personnages en présence, la pancarte, et puis après on ira petit à petit sur ce reportage et tout ça. D'accord, donc Wanted, hein, donc une pancarte un petit peu qui fait penser aux affiches qu'il y avait au Far West, on va dire. Et avec, on a trois personnages, on a Klaus Schwab, on a George Soros et on a Bill Gates. Et donc en dessous, on a voilà le, le détail, tentative de destruction des nations au profit du nouvel ordre mondial.
appauvrissement des populations au profit des multinationales, manipulation des opinions publiques par les financements des ONG, contamination et volonté de réduire les populations du monde par de faux vaccins et traitements, infiltration dans les instances de décision par la corruption des politiques. Donc voilà. Donc je ne cache pas que l'objectif de cette affiche était un petit peu de bousculer et d'être provocateur, très très provocateur, mais voilà, c'était un petit peu un objectif de faire réagir et de pouvoir justement amener le débat. Et ça a marché. Alors, le débat, non, justement, mais pour donner voilà, Voilà. quelques éléments plus précis à nos spectateurs qui n'auraient pas vu cette vidéo, donc le lien sera en description. Hein, si vous voulez voir la fameuse vidéo de Julien Pain où on peut te voir, cher Salva, au tout début, le lien sera en vidéo, vous pourrez regarder. Et si, effectivement, le hasard du destin nous a fait nous rencontrer parce qu'on l'avait sur Juste Milieu, on en avait parlé sur Twitch il y a environ un petit mois, et on avait montré cette vidéo et surtout en mettant en lumière les techniques de montage de ce reportage qui sont tout à fait scandaleuses, en tout cas c'est mon avis, où tu es interrogé au début dans un montage où certaines phrases sont coupées, sont abrégées, sont montées, et tu es un peu le fil rouge, tes propos sont un peu le fil rouge de ce reportage où Julien Pain, pour tenter de démontrer que le forum de Davos est l'objet de nombreux fantasmes et de nombreux complots qui ne sont pas vrais, Julien Pain se rend ni plus ni moins qu'à Davos pour demander aux gens qui sont sur place, est-ce que c'est vrai que vous êtes d'affreux démons qui organisaient la marche du monde? C'est vrai que bon, voilà, c'est un peu curieux hein, comme méthode, mais en tout cas, cette fameuse affiche que tu viens de nous montrer et tes propos sont le fil rouge de ce reportage. Julien Pain va, à la fin de son reportage, jusqu'à demander l'avis du responsable média du forum de Davos, où il montre ta séquence en disant, voilà, est-ce que c'est vrai que chez vous, vous faites des complots? Enfin, c'est absurde, c'est vraiment absurde. Et j'avais, voilà, le hasard a fait que tu m'as envoyé un mail quelques temps après cette émission sur Twitch. Et voilà, quel plaisir de t'offrir un droit de réponse et vraiment de creuser, de faire et je ne suis pas journaliste, donc c'est encore plus regrettable, mais de faire ce qu'aurait dû faire Julien Pain, de te donner un vrai temps de parole, d'expliquer pourquoi cette affiche. L'aspect provocateur, on le comprend, mais j'imagine que dans le fond, il n'y a pas que de la provocation. Non, 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 il y a des petites choses, donc voilà, donc voilà. Mais c'est vrai qu'on est on est dans un monde où il y a, comment dire, il se passe, il y a des choses qui sont dites, il y a des choses que l'on peut voir, et puis tout de suite il y a du débunkage, et donc voilà. Et donc dès qu'on touche à certains aspects, il y a toujours une batterie de débunkers qui vont dire voilà, là non, ça c'est pas comme ça qu'il faut penser, c'est plutôt comme ça. Quand ces gens-là ont dit ça, ils ne voulaient pas vraiment dire ça, ils voulaient dire autrement. Enfin voilà, notamment pour Louis Gates, on pourra en parler tout à l'heure. Donc voilà, c'est un petit peu la stratégie, et donc voilà. Donc là, en ce qui concerne Monsieur Julien Pain, en fait, au départ, en fait. Alors on est dans un contexte de manifestation avec du bruit, avec la manifestation Gilets jaunes. Je ne sais pas si il y a longtemps que vous y êtes allé, mais on est en as mouvante. C'est-à-dire qu'on est encadré par les CRS, que si vous n'allez pas trop vite, vous vous faites bousculer pour avancer. Donc il y a un contexte qui est déjà particulier. Et donc, quand Monsieur Julien Pain a vu mon affiche, il est tout de suite venu vers moi en me disant, ben voilà, votre affiche elle m'intéresse, mais c'est plutôt par rapport à Carlos Schwab. Et donc, pourquoi Carlos Schwab et tout ça. Donc, j'ai commencé à essayer de lui parler. Et en fait, son fonctionnement, c'était à chaque fois que je parlais, c'était de me couper par une autre question. C'est une technique qui est assez connue, mais voilà, qui fait que vous êtes en train de réfléchir à ce que vous êtes en train de dire, puis vous entendez une autre question, donc vous essayez de répondre à nouveau, etc., ce qui fait que vous êtes vous finissez par être un petit peu perdu. Et puis ensuite, après, il a enchaîné par des questions fermées, et pour au final dire, vous êtes bien d'accord que voilà, Klaus Schwab donne des directives au chef de l'État. Et donc, une fois qu'il avait dit ça, c'était fini, c'était dans la boîte, on va dire. C'est-à-dire qu'il y avait plus, voilà. J'avais dit oui, hop, c'était ok, il avait ce qu'il fallait. Et en fait, ce qui est vicieux, c'est que après, quand on le voit à Davos, il dit voilà, les gens pensent que ça. Alors qu'en fait, quelque part, il me l'a fait dire. Enfin, il m'a fait approuver.
Et après, en fait, il sous-entend que c'est que je l'ai dit de façon volontaire, alors que c'était plus qu'orienté. Et donc voilà. Et après, une fois que, en fait, une fois que j'avais dit ce que j'avais à dire, en fait, je l'intéressais plus du tout. Il est parti, il a été faire sa vidéo avec un autre gilet jaune. Je sais pas. Apparemment, ils en avaient déjà parlé avant, où la personne dit qu'il est formidable, que son émission est géniale, que ce qu'il fait c'est bien et tout ça. Et ce qui est assez rigolo, c'est que pendant jusqu'à son sa vidéo sur Davos, la seule vidéo qu'il a sur le passage qu'il a fait dans la manifestation des Gilets jaunes, c'est justement cette vidéo-là où il y a un gilet jaune qui lui dit à quel point il est formidable et à quel point son émission est belle, quoi. Vraiment des entretiens choisis au hasard, on l'imagine. C'est Oui, bien sûr, bien sûr. c'est bluffant de transparence, mais pour finalement aller au fond du sujet, parce que c'est ça qui est intéressant, et même si voilà, Julien Pain fait des vidéos en tant que journaliste et tout ça, ça ne donne pas la possibilité de creuser le sujet, que tu puisses donner ton avis là-dessus, qu'on soit d'accord ou pas, et ce forum de Davos, ce fameux Klaus Schwab, hein, pour résumer un petit peu peut-être pour nos spectateurs qui ne verraient pas forcément très bien qui est ce monsieur, forum de Davos qui d'ailleurs a eu lieu il y a très peu de temps, quelques semaines, c'était fin 2022. Est-ce que tu peux nous résumer un petit peu à la fois ce qu'est ce forum et à la fois qui est ce monsieur créateur du dit forum? Monsieur Klaus Schwab, c'est un monsieur qui a créé le forum. Je crois il y a quasiment une trentaine d'années. À la base, c'était un think tank où on réfléchissait un petit peu des faits de société, et petit à petit, ça a pris de plus en plus d'ampleur, et comment dire, le forum s'est de plus en plus intégré avec des gens, on va dire, de plus en plus puissants, des gens qui représentent des multinationales, des milliardaires, et également des politiques. Et c'est devenu on va dire the place to be, c'est-à-dire là l'endroit où venaient se rencontrer le monde de la finance, le monde des multinationales et les politiques. Et donc, on nous sert le narratif comme quoi c'est un moment de rencontre où il n'y a pas de décisions qui sont prises, où on a vu dans le reportage Attali qui dit que c'est la machine à café du monde. Donc voilà, c'est des gens de bonne compagnie, voilà, qui discutent sur le monde, mais en toute sympathie, quoi. Donc moi par contre, ce que je relève, c'est que dans ce fonctionnement-là, il y a le citoyen, je sais pas où il est. D'ailleurs, même Monsieur Julien Pain, en fait, quand il arrive, il explique qu'il y a des miradors avec des snipers. Donc voilà, on discute du monde, mais pas avec les gens du monde, quoi, avec une certaine élite. Et donc quand on regarde un petit peu ce qui se dit dans son forum de économique de Davos, on voit qu'on est vraiment sur un projet globaliste mondialiste. Enfin, on voit d'ailleurs que, par exemple, voilà, Olaf Scholz se dit que le risque, c'est que la globalisation diminue. On voit Larry Fink qui dit que voilà, il faut préserver la globalisation. Donc voilà, voilà, une volonté d'avoir des instances supranationales où le monde de la finance, le monde des multinationales est avec le monde des politiques. Je pense, parce que voilà, oriente quand même une vision de l'avenir de l'avenir du monde et de l'avenir de la façon dont on veut structurer le monde. Et donc il y a une volonté d'internationaliser le fonctionnement de l'État, le fonctionnement pas de l'État, le fonctionnement du monde, et justement à mon avis de baisser l'impact des États au profit d'instances mondialistes comme l'OMS, comme l'ONU, comme l'Organisation mondiale du commerce, comme ces choses-là. Et donc, pour moi, c'est quand même une perte de démocratie, parce qu'en fait, des décisions sont prises très haut par des gens qui ne sont pas forcément élus et qui vont avoir un impact idéologique sur les politiques. Je rappelle que
Macron est young leader du Forum économique de Davos, ainsi que Monsieur Trudeau, etc., etc. Donc on a quand même des gens qui ont été plus ou moins formés et qui ont adhéré à cette idéologie. Effectivement, on a ça pour le coup, et les CV en témoignent, hein. Là, tout ce que tu dis, effectivement, et je laisse bien sûr libre à chacun de vérifier, de faire un travail, voilà, de réflexion ou quoi, bien sûr, mais tout ce que tu dis là sont des éléments tout à fait vérifiables sur les CV de chacun, même jusqu'à Rishi Sunak, nouveau Premier ministre britannique, qui vient du même moule d'une certaine manière, de cette espèce de grand centre de formation à la fois entre Young Leader et cabinet de conseil, où on a des gens qui ont fait une carrière dans la politique qui est très restreinte et qui sont un petit peu catapultés comme ça au pouvoir. Et Emmanuel Macron est l'exemple le plus proche qu'on ait en France, où avant 2016, Emmanuel Macron est un banquier d'affaires chez Rothschild, certes, mais inconnu au bataillon. Et il est catapulté comme ça, alors que jusqu'à présent, les présidents de la République étaient des gens qui avaient quand même, qui étaient d'abord élus locaux, puis députés et ou sénateurs ou quoi que ce soit, avant d'arriver au plus haut niveau. Et pour revenir à l'affiche que tu nous montrais, donc entre George Soros, Klaus Schwab et Bill Gates, tu penses que l'un des traits d'union que l'on pourrait imaginer, ce serait ça, justement, cette vision cette vision mondialiste, en fait? Tu penses que ce serait ça? Oui, pour moi, c'est vraiment cette vision mondialiste et c'est vraiment cette vision de vouloir arriver sur une gouvernance mondiale et chacun utilise, on va dire, des leviers différents, on va dire. Klaus Schwab va être vraiment plus, voilà, sur voilà, la collusion entre les multinationales, les puissances de l'argent et puis les politiques. Soros, il va être beaucoup sur on va dire, sur le financement d'ONG et puis sur le fait de diffuser des idéologies et puis sur le fait de faire de l'ingénierie sociale, on va dire. On va peut-être expliquer ce qu'on entend par ingénierie sociale. Je t'en prie. Donc voilà, enfin, c'est le fait de diffuser des idéologies et d'amener un petit peu sans que les gens s'en aperçoivent à des notions et d'utiliser des outils de communication, des outils marketing pour que les gens appréhendent et finalement prennent en compte dans leur mode de pensée, dans leur mode de fonctionnement des idées qui à la base n'étaient pas les leurs, c'est-à-dire qu'on on leur amène un petit peu insidieusement de par justement ces organisations auxquelles les gens adhèrent et qui grâce aux médias vont pouvoir être diffusées. Donc Soros, il est plus là-dessus. C'est un milliardaire qui a fait sa fortune avec les hedge funds et puis en faisant de la spéculation, notamment. Quelque chose qui l'a rendu célèbre en spéculant en 1992 sur la livre sterling, sur la retombée de la livre sterling, qui a fait dévaluer la livre sterling très très vite et donc qui a dû appauvrir des gens, mais qui l'a enrichi lui. Mais ça il a eu aucun état d'âme là-dessus. Par contre, c'est vrai qu'aujourd'hui, il a des il a des aspirations de soutenir des mouvements un petit peu wokistes, des mouvements LGBT, des mouvements et donc voilà, d'amener la société à l'acceptation de cette mutation-là. Et justement, pour creuser la question et faire un vrai débat, ce qui aurait dû être fait toujours par l'ami Julien Pain, qu'est-ce que tu réponds aux gens qui te disent que cette vision-là est une vision complotiste du monde, à imaginer que dans l'ombre, des gens s'organiseraient pour défendre cette vision mondialiste de la société? Qu'est-ce que tu réponds à ça, qui est quand même l'argument aujourd'hui qu'on entend beaucoup, hein, de plus en plus? Quelles sont tes réponses face à ça, justement? En fait, par exemple, si on parle de Klaus Schwab, dans l'interview avec Julien Pain, il dit qu'il n'influence pas les politiques, mais par exemple, le 12 et 13 novembre 2022, Monsieur Klaus Schwab était l'invité dans le B20 qui était sous l'égide du G20, où il a donné un petit peu ses recommandations sur l'avenir, un petit peu comment il voyait l'avenir de la société aux politiques. Il a fait aux politiques, donc il ne peut pas dire qu'il est complètement neutre et qu'il laisse les gens faire, puisqu'il donne des recommandations. Mais c'est toujours des recommandations, c'est toujours un petit peu insidieux, on va dire, c'est jamais franc, voilà. Après, Soros,
il finance la Ligue des droits de l'homme, qui amène certaines notions et qui, par exemple, vont mener en justice certaines organisations qui ne vont pas dans le sens de leur idéologie. Je pense par exemple, récemment, fin d'année dernière, ils ont attaqué en justice des organisations chrétiennes qui étaient un petit peu contre l'avortement. Ils ont été attaqués en justice à la Cour européenne des droits de l'homme. Alors ça veut dire que aujourd'hui il y a une façon de voir les choses et moi je ne suis pas forcément, on va dire, je n'ai pas pour ces aspects-là, mais ce qui m'inquiète, c'est qu'on va attaquer en justice pour des opinions. Mhm. Et donc c'est là où ça commence à dériver. Vous voyez ce que je veux dire? Tout à fait, ouais, ouais. Et ça, Ça, c'est factuel, hein. Il y a eu un jugement auprès de la Cour européenne des droits de l'homme auprès de ces organisations. Tout à fait. Je crois que il me semble qu'en fin 2022, là encore, c'était Valeurs Actuelles qui avait fait tout un dossier sur ça et qui avait aussi pointé du doigt le fait que jusqu'à la Cour européenne des droits de l'homme, justement, certains juges avaient été épinglés pour des faits plus ou moins de corruption et où on retrouvait en fait souvent des lobbies ou des ONG et ou liés à Georges Soros directement. Donc là, on parle d'un journal qu'on trouve en kiosque, effectivement, qui fait s'hérisser les cheveux à certains, et c'est Valeurs Actuelles, et même d'ailleurs le monde diplomatique aussi en avait parlé. Donc là Oui, encore, on a des éléments. Mais c'est vrai que ce qui est effrayant, c'est que euh, on pourrait aussi rétorquer que, par exemple, sur le plan politique, les instances, sur le cas de l'Europe, euh, en tout cas les représentants des pays au sein de l'Union européenne, on en a beaucoup qui aujourd'hui sont élus. Par exemple, un Emmanuel Macron a été élu alors que l'aspect mondialiste de sa politique, donc pro-Union européenne, sur les instances dont tu parlais, donc OMS, OMC et tout ça, ces gens-là sont élus. Là encore, qu'est-ce que tu pourrais répondre à cet argument qui est de dire, ok, toi tu sembles être contre ce mouvement-là mondialiste, mais peut-être que les gens qui ont cette idée, qui sont opposés au courant mondialiste, sont minoritaires. Est-ce qu'aujourd'hui tu penses qu'il y a un défaut d'information ou que peut-être que des gens adhèrent en fait tout simplement à ce courant-là? Je pense que je sais pas s'il y a des gens qui adhèrent, mais en fait, il y a des gens on peut peut-être réduire des gens en disant qu'il y a des gens qui vont adhérer à l'Union européenne et derrière à une organisation plus ou moins mondialiste. Euh, je pense que c'est par déficit aussi d'information en fait. En France, on a quand même une communication puis une structuration de notre société qui est très liée à la politique intérieure. Et je trouve que dans la communication et dans les médias, on parle très peu des liens avec la politique internationale. Donc les gens en face d'eux ont le gouvernement, l'Assemblée nationale et derrière l'Europe. Et ils ont toujours l'idée que l'Europe c'est quelque chose pour eux de protecteur dans un marché mondialisé qui permet d'avoir un euro fort, d'être protégé, voilà. Après, on juge ou on juge pas, hein, mais voilà. Je pense que la lecture des gens est à ce niveau-là, mais que il y a une désinformation sur les organismes mondiaux. Pourtant, par exemple, on a vu récemment que euh, euh, en ce qui concerne les politiques de santé, je crois que c'est l'Europe qui s'est engagée à déployer les politiques de santé de l'OMS.
donc il y a vraiment, il y a vraiment une volonté petit à petit à ce que ces organismes mondialisés prennent le pas sur les instances démocratiques, on va dire. Et sur cet aspect-là de l'évolution, de la marche du monde, est-ce que justement avec le groupe des Gilets jaunes constituants que tu représentes aujourd'hui, est-ce que vous avez aussi une ligne de réflexion, des éléments de réflexion pour essayer d'inverser cette tendance-là que prend la politique, que ce soit en Europe, mais effectivement dans d'autres pays, surtout en Occident? Est-ce que tu vois des possibilités de renversement de cette tendance qui s'accélère aujourd'hui? En fait, le problème, c'est justement, c'est le fond de notre problème, c'est que nous, petits gilets jaunes et petits Français, on pensait avoir affaire à une structure nationale, et en fait, quand on gratte un peu, on se rend compte que derrière la structure nationale, on a une structure mondialiste. Et donc, la crainte, c'est de se dire, voilà. Si la population arrive à reprendre la main d'une façon nationale, euh, à quel point, en fait, ces organismes supranationales détruiront ce qu'on essaiera de construire. Mhm. C'est là où c'est un petit peu, c'est là où c'est un petit peu inquiétant. Parce que vraiment, on constate qu'il y a plus vraiment d'indépendance des États aujourd'hui. Il y a plus d'indépendance des États. Et même si on arrivait à créer des leviers, des leviers pour que la population retrouve sa souveraineté, je pense que, et on l'a vu avec certains pays, on l'a vu avec la Grèce, on l'a vu avec d'autres pays, ils ont une possibilité de mettre à plat l'économie pour les mater, quoi, en fait. Et donc le risque aujourd'hui, il est là. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, euh, c'est difficile de trouver des parades et de trouver des recettes pour arriver à reconstruire quelque chose tout en se protégeant de ça. Mon espoir, ça serait qu'il y ait une prise de conscience qui se fasse au-delà des frontières. On va dire à problématique mondialiste, il faudrait que la population, d'une façon mondiale, qu'on comprenne que c'est la finance internationale et c'est les marchés qui aujourd'hui gèrent tout et décident tout. On va pas se leurrer, par exemple, la réforme des retraites et d'autres réformes, on voit très bien que nos politiques, en fait, leur baromètre, c'est comment les marchés vont réagir à nos décisions. Donc aujourd'hui, c'est ça. On nous le dit pas, mais aujourd'hui, c'est ça. L'indicateur principal, c'est ça. Et donc, tant qu'il y aura pas comment dire, une réaction, on va dire internationale, ça sera compliqué. À mon avis, ça sera compliqué de trouver des leviers. Nous, les petits gilets jaunes de France, quoi. Ouais, effectivement. C'est pour ça que, d'ailleurs, c'est pour ça qu'on essaye de s'internationaliser. On a des liens avec nos amis belges, par Ah exemple. ouais? Ouais, on a des gilets jaunes de Belgique voilà. On a même eu des gilets jaunes allemands. Ah ouais? Excellent. Oui, oui. Ah, Donc voilà. Donc pour moi, l'avenir, ça devrait être ça. c'est intéressant. Je ne savais pas qu'effectivement il y avait une internationalisation. Peut-être aussi du côté de l'Angleterre ou pas encore, parce qu'il y a eu le mouvement, hein, récemment, contre les taxes où beaucoup d'Anglais avaient brûlé leurs factures avec les hausses des coûts de l'énergie. Il y avait eu un mouvement social d'ampleur et pas encore de contact en Angleterre, mais peut-être c'est en cours. Peut-être on aimerait bien, ouais. On aimerait bien. Écoute, en tout cas, cher Salva, je ne sais pas si tu veux rajouter un point, peut-être si j'ai oublié quelque chose ou quoi, n'hésite pas, hein, on a tout notre temps, le micro est ouvert, tu le sais, là, on n'est pas chez Julien, pas. Là, on prend le temps, c'est détendu. On n'a pas trop parlé de notre ami Bill Gates. Bien sûr, j'allais Alors l'oublier. je sais que ça risque d'être un petit peu, voilà, forcément bien jugé, mais voilà, par exemple, Bill Gates, on sait qu'il a fait sa fortune avec Microsoft, hein, donc
quelqu'un qui prône le libéralisme et en fait qui a tout fait pour qu'il ait un monopole sur ses produits. Et qui a été condamné X fois, mais bon, voilà, il a tellement d'argent qu'il n'en a que faire et qu'il garde son monopole et qu'il fait tout pour le garder. Donc ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est que il y avait eu un débat parce qu'en fait, Bill Gates avait, lors d'une conférence, avait expliqué que le CO2, c'était la multiplication de la population multipliée par leur consommation, multipliée par ce que dépense leur consommation en CO2, etc., etc. Et donc il expliquait que un des premiers leviers, et s'il faisait un bon travail avec les vaccins et avec les politiques de santé publique, il pourrait réduire de 10 à 15%. Voilà. Donc il y a des gens qui pensaient que voilà, ça pouvait être un appel à faire en sorte que la population mondiale à terme réduise. Et donc ça a été débunké. Et donc dans la façon dont ça a été débunké, donc je lis un article du Monde, hein, j'ai pas la date en tête, mais en fait, il est dit que Monsieur Gates estime que la réduction de la mortalité infantile par le développement de la vaccination peut freiner la croissance démographique dans le monde. Il considère que ce progrès conduira à terme les parents à concevoir moins d'enfants s'ils savent qu'ils vivront longtemps et en pleine santé. À terme, cela réduirait donc l'accroissement de la population. Je laisse son aux gens de porter un jugement sur ce fonctionnement qui peut être compréhensible, mais ça ne prend pas en compte les aspects démographiques, les aspects culturels, les aspects cultuels de certaines populations. Et puis ça, c'est vraiment sur du très 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 long terme. Oui, là encore, si je peux me permettre de rajouter de l'eau à ton moulin, ce qui est fou aujourd'hui, c'est que cette question du contrôle de la démographie gêne aux entournures. Et on voit effectivement des armées de fact-checkers arriver en disant attention, c'est du complotisme. Sauf que en ouvrant un manuel d'économie, on peut découvrir la pensée du 18e ou 19e siècle d'un économiste anglais qui s'appelait Malthus et qui expliquait que c'était vraiment un intérêt économique que de maîtriser la démographie d'un peuple, auquel cas une démographie non contrôlée pouvait nuire à l'économie d'un pays. Donc c'est fou c'est fou d'enseigner cette théorie économique à l'école pour mieux tenter de la détruire lorsqu'elle arrive dans l'actualité. On en fait un tabou alors que c'est dans des bouquins d'économie que vous pouvez trouver à la Fnac. Et c'est intéressant de voir que quand on en parle dans l'actualité, parce que c'est dur à accepter, effectivement, ça peut s'opposer à des cultures, ça peut s'opposer à des aspects anthropologiques, mais il est vrai qu'économiquement, une démographie non contrôlée peut avoir des conséquences problématiques en termes de croissance pour pouvoir nourrir tout le monde, pour faire tout ça. C'est terrible, et bien sûr, il y a tout un équilibre complexe à trouver sur le long terme, comme tu le dis, mais voir aujourd'hui des médias qui, comme dirait l'autre, ont des pudeurs de gazelle à aborder ces questions-là, je trouve ça toujours un peu bizarre, quoi. Voilà. Et puis voilà, puis concernant Bill Gates, en fait, voilà, ce qu'il faut pas oublier, c'est que c'est le deuxième contributeur de l'OMS derrière les États-Unis et par la fondation Bill et Melinda Gates, et c'est le cinquième par le Gavi. Et sa deuxième fondation qui est plus orientée sur les vaccins. Mais que si on additionne ce qu'il donne par l'intermédiaire de Gavi et ce qu'il donne par l'intermédiaire de la fondation Bill et Melinda Gates, il est le premier contributeur de l'OMS, qui, on en a parlé tout à l'heure, devient l'organisme qui va dicter les politiques de santé publique des États. Donc voilà. Et ce qu'il faut savoir, c'est que Bill Gates a sa fortune personnelle, mais il est également financé par les laboratoires pharmaceutiques. Donc voilà. Donc il y a forcément des liens d'intérêt qui peuvent, voilà, parce que j'ai pas la preuve, mais qui peuvent se jouer. Donc voilà. Je ferais juste un petit trait d'humour avec, si vous vous rappelez, la marionnette des Guignols avec Sylvestre, le laborantin Sylvestre qui dit ouais, nous on vient de l'informatique, pour vendre des antivirus, faut mettre des virus, quoi.
Oui, c'est effectivement la blague des guignols. J'essaierai de retrouver la séquence pour l'intégrer à notre échange, mais si jamais effectivement elle est consultable sur YouTube. La question demeure, voilà, la prudence, la question demeure. La question demeure. Donc voilà, j'irai pas plus loin. Voilà, je laisse aux gens le soin de faire leur avis là-dessus. Après, bon, je vais pas trop aborder ce sujet-là, mais en ce qui concerne le traitement du Covid, il a été très 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 orienté par l'OMS. Et je veux pas aller trop loin, mais le fait d'isoler des gens avec du Doliprane, voilà, je vous laisse imaginer les dégâts que ça a pu faire. Et puis, comment dire, et puis les morts qu'on égrenait tous les soirs, et où on se rendait compte qu'il y avait autant de morts en hôpital que dans les EHPAD. C'est juste moi, ouais, parce que ça me touche personnellement. Personne s'est préoccupé de savoir comment étaient morts ces gens dans les EHPAD. Hmm. Et d'ailleurs, en rappelant que dans un premier temps, les personnes décédées en EHPAD n'étaient même pas comptabilisées. C'est-à-dire qu'il a fallu, je crois que c'était Libération, ou je ne sais plus quel média qui avait révélé ça, il a fallu cette mobilisation médiatique pour que le gouvernement ensuite intègre les personnes décédées en EHPAD dans les statistiques officielles qui, comme tu le dis, étaient données tous les soirs par Jérôme Salomon dans quelque chose qui était assez lugubre et malsain, mais qui contribuait à... Tu parlais tout à l'heure d'ingénierie sociale, hein, on en a régulièrement parlé sur Juste Milieu à travers les vidéos sur le Covid, où effectivement cette espèce de comptabilité macabre qu'il y avait tous les soirs à la même heure a participé à la création d'une peur généralisée. Parce que c'est vrai que normalement à 18h c'est la roue de la fortune, et là on avait un médecin qui débarquait en disant aujourd'hui 400 morts, et c'était sidérant d'horreur. Donc là je ne peux qu'abonder dans ton sens. Donc voilà. Et puis un dernier petit mot voilà, c'est juste personnel pour les soignants qui sont toujours, qui ont été toujours et qui sont toujours écartés, sans salaire, sans moyen de subsister, au bout de plus de 500 jours, et pour lesquels, on en parle très peu, mais c'est des vies qui sont brisées. Et c'est quelque chose qu'on n'aurait pas pu imaginer, je pense, il y a quelques années. Je ne pensais pas que ça existait de pouvoir être suspendu sans salaire. C'est quelque chose de nouveau qui n'a jamais existé. Je pense que même des gens qui ont fait des crimes graves ne sont pas traités de cette façon-là, mais on l'accepte. Enfin, on l'a déployé. Notre État l'a déployé, et là, notre société l'a accepté. Et là, ça, je trouve ça déplorable, aussi bien de par ceux qui l'ont mis en place que de par la non-réaction de notre société. Et dans une situation qui est maintenue d'ailleurs, à l'inverse de d'autres pays voisins qui ont levé cette interdiction qui pèse sur les soignants non vaccinés, qui ont été réintégrés dans certains pays et toujours pas en France. Donc effectivement, tu fais bien de le dire, le micro est ouvert aussi pour ça, sur Juste Milieu. Voilà. Merci. Je te remercie. Non, c'est des choses qui me tenaient à cœur. Donc voilà. Tu fais bien, cher Salva. Je crois que voilà, on a mission accomplie sur cette vidéo, cet échange. Un immense merci à toi, vraiment, d'être venu pour pouvoir faire le clair sur cette séquence de Julien Pain, qui, on l'espère, peut-être la regardera. Un grand merci. Je te remercie également, Rémi. Avec plaisir, avec plaisir. C'est l'esprit Juste Milieu, vous le savez. Le micro est ouvert à tout le monde. On a du François Asselineau, on a du Salva, on a du Florian Philippot, on a de tout le monde. C'est le plaisir. On discute, on réfléchit. Tant qu'on a ça, on s'en sort pas trop mal. En tout cas, on espère. Chers spectateurs, j'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouve très bientôt, vous le savez, pour de nouvelles vidéos. Salva, encore un grand merci et à très bientôt.